Cette vidéo est sponsorisée par Nvidia. Découvrez en description comment aller plus loin avec l'IA, plus vite avec RTX. C'est du tout chaud, je crois que l'encre est à peine sèche. Moi-même, je vais en avoir la primeur. Et puis, nous avons souhaité convier Ségolène Dupont pour la CPNEF pour présenter sur un autre périmètre, un autre outil, mais auquel l'audience a largement contribué aussi, qui apportera un autre éclairage et qui complétera, je pense, la vision que vous pouvez avoir de la situation de l'emploi dans le secteur de l'animation. Bonsoir. On va faire en sorte que vous restiez jusqu'au bout. C'est notre gageur. Quelques chiffres sur l'évolution de l'emploi dans le secteur de la production de films d'animation. Quelques mots de méthodologie. C'est donc une étude qui a été construite à partir des données qu'on récolte à audience. Je suppose que les professionnels du secteur qui sont déjà en poste connaissent audience, j'espère. Et que les étudiants, s'il y en a encore, vous connaîtrez audience plus tard, puisque c'est l'organisme de protection sociale qui est dédié au métier de la culture, dont la production de films d'animation. Donc on gère la retraite complémentaire, la santé, la prévoyance et la caisse des congés spectacles pour ceux qui seront en CDD d'usage. Ces études, elles sont construites à partir de documents qu'on reçoit tous les mois dans le cadre de nos activités, des entreprises qui emploient des salariés. Ça s'appelle la DSN et c'est une source de chiffres gigantesques, très grosse, c'est notre or noir. Et donc on a fait cette étude à partir de ces données. Voilà, pour la partie méthodologie. Elle a été construite à partir d'un recensement d'entreprises qui sont ce qu'on appelle des pure players dans l'animation. C'est-à-dire que ce sont des producteurs ou des studios qui font pratiquement essentiellement de l'animation. C'est pourquoi on peut avoir une différence par rapport à des chiffres qu'on peut publier par ailleurs sur le secteur, mais qui est pris dans un sens plus large et qui est pris au sens des entreprises qui déclarent leur activité auprès de nous et qui parfois ne font pas que de l'animation. Voilà, c'est parti. C'est parti. Donc un petit... rapidement, pour que vous restiez jusqu'au bout, le sommaire. Donc on va regarder ce que devient le marché de l'emploi en 2023. Vous voyez au titre que ça ne va pas être dans la continuité des années précédentes. Un petit zoom sur les primo-entrants, donc les personnes qui entrent pour la première fois dans le secteur. Une partie sur les métiers spécifiques de l'animation. Une partie sur la féminisation, mais je devrais dire sur la continuité de la féminisation dans le secteur, vous verrez ça. Et puis, bien sûr, un zoom, comme tous les ans, sur le déploiement régional et départemental des entreprises du secteur. Et puis, on a quelques petits chiffres sur 2024, sur le début de 2024 à vous partager. Oui, donc je vais un peu compléter le plan et ce qu'a dit Philippe. En fait, vous verrez, pour ceux qui suivent régulièrement les chiffres depuis plusieurs années, facialement, on aura l'impression qu'il y a des petites inflexions, mais que les tendances restent les mêmes. Et en fait, pas du tout. C'est pour ça qu'on a intitulé le premier slide « Retournement du marché de l'emploi en 2023 ». En fait, il y a une grande inertie du secteur parce que les cycles de production sont longs et que les commandes des studios en 2021 et 2022 continuent à produire effet 2024, vont se tasser en 2023, vont se tasser en 2024 et on arrivera au bout du processus en 2024. Donc vous verrez les premiers chiffres, je ne sais pas si tu peux mettre la première slide, où il y a des légères inflexions. Mais en fait, il ne faut pas s'arrêter à ces premiers chiffres. Et la tendance de décroissance, aussi bien sur les personnes salariées que sur les masses salariales, devrait se prolonger. D'ailleurs, on le verra avec les slides. Non, mais je spoil un peu, mais j'aurai des indications dans le cadre du développement. On le verra sur les derniers slides de 2024. Donc, vous verrez sur les... Bon, on va regarder les indicateurs sur les intermittents, parce qu'il y a toujours une féminisation, il y a toujours une forte proportion de CDI, mais c'est vraiment les indicateurs sur les intermittents qui sont prégnants sur l'état du marché de l'emploi.
je pense, on en avait déjà un peu parlé l'an dernier, et ça a été évoqué à Annecy aussi. En fait, il y a un ralentissement économique du secteur. Ce sera développé, alors malheureusement, au niveau du timing, on n'a pas les chiffres de l'animation maintenant, donc ce sera développé demain. Le ralentissement vient des difficultés des marchés internationaux et de la baisse des commandes des plateformes américaines. Et en fait, on a un effet direct sur l'emploi. Donc les moins 1% et moins 2% sont juste une photographie au tenté, mais cette tendance va s'accroître avec le temps, pour toutes les raisons que j'ai rappelées, que je viens de rappeler. Vas-y. Alors, donc le premier slide, la situation de l'emploi sur de nombreuses depuis 2004, hein, c'est de la base 100, hein, c'est-à-dire qu'on rapporte l'évolution par rapport à l'année 2004, pardon, et donc on voit cette année une inflexion effectivement de l'emploi sur les effectifs et sur la masse salariale. Pour autant, le nombre d'entreprises qui est à 202 dans notre panel est en hausse de 4%. Voilà. Ça fait suite quand même à 2 années de forte augmentation, hein, c'est ce qu'on voit sur la courbe bleue de la masse salariale. Donc on était à plus 18% de masse salariale en 2021 et plus 24% en 2022. Voilà. Donc c'est vraiment 2 années de forte croissance. Un infléchissement, d'ailleurs, c'est assez paradoxal qu'on ait un nombre d'entreprises qui augmente et un infléchissement sur le nombre des salariés et de la masse salariale. Alors quand on descend dans le détail des contrats qui sont en poste, en fait, on a une situation qui est finalement contrastée puisque sur les emplois permanents, donc les CDI, on continue en fait d'augmenter le nombre de personnes. On a une augmentation de 7% cette année, c'est plus de 1300 personnes qui sont dans ce type de contrat, alors que sur les CDI, c'est chez eux qu'on observe la baisse qui est de 2% en 2023, sachant qu'ils représentent 83%, ils font donc l'immense majorité des contrats dans le secteur. Oui, ce que vient de dire Philippe, ça corrobore un peu ce que je viens de dire en introduction, c'est-à-dire que comme il y a eu une forte croissance dans les années antérieures, 2021-2022, les studios sont structurés, il y a des nouveaux postes, il y a eu des créations en CDI, vous avez des postes qui sont arrivés, on en avait parlé aux dernières tables rondes les autres années, par exemple des postes de RH. Donc là, pour le moment, au niveau des CDI, on a plutôt une photographie favorable, mais ce qui est important, c'est l'emploi des CDDU, puisque on en a parlé aussi tout à l'heure, hein, ce sont les CDDU et les intermittents qui font les métiers de l'animation qui sont vraiment strictement liés au projet. Cette baisse des CDDU montre qu'il y a une baisse des projets aussi. Voilà. C'est quand même intéressant de noter que les CDI, sur les CDI, on a une augmentation constante hein, de leur nombre depuis 2019. C'est-à-dire que même avec la crise sanitaire en 2020, ils ont continué au moins se sont stabilisés, parce qu'il y a plus 1% de variation en 2020. Ça, on reflète cette baisse de l'activité sur les heures, qui sont le vrai en fait, indicateur qui mesure l'emploi dans le secteur. Donc on a une baisse du nombre d'heures sur les CDD, donc globalement de moins 6%. De moins 10% pour les CDDU, tandis que le nombre d'heures des CDI continue d'augmenter à plus 13% sur la période. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est en moyenne, les CDI ont travaillé 1545 heures en 2023. C'est en augmentation aussi. Donc il y a plus de CDI et ils travaillent davantage. Sur les CDDU, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on est à 840 heures en moyenne et ça représente une baisse de 8%. On note aussi une baisse des CDDU qui ont une activité longue sur l'année, puisque ceux qui ont plus de 1000 heures de travail au cours d'une année ont également baissé en 2023, en passant de 46% en 2022 à 40% en 2023. Oui, ben ce point est assez important par rapport à ce qui s'est dit en introduction, c'est-à-dire que en fait, les CDDU qui effectuaient plus de 1000 heures étaient en forte croissance jusqu'en 2022. Là, il y a un infléchissement et c'est
ces CDDU, c'était les professionnels qui faisaient les nombres d'heures les plus importants parce qu'il y avait un nombre de projets conséquents et que c'était aussi des personnes qui étaient assez demandées et assez qualifiées. Et on voit qu'il y a un fort infléchissement sur cette petite catégorie de professionnels qui étaient très demandés par baisse de projets et baisse d'activité. Donc ils font moins d'heures en fait. Donc les primo-entrants sont des personnes qui entrent pour la première fois dans le secteur, donc chaque année. Et cette année, on arrive à 1346 personnes, donc c'est beaucoup moins qu'en 2022, hein, c'est 26% de moins, c'est un quart de moins. Et c'est la part des primo-entrants parmi les salariés représente aujourd'hui 13%, c'est le plus faible taux des 10 dernières années. Voilà. Ce que je peux dire également, c'est que ces primo-entrants baissent dans toutes les catégories, les CDI inclus. Donc j'ai moins de CDI en primo-entrant, j'ai moins de CDD et j'ai moins de CDD d'usage. C'est chez eux que ça baisse le plus, c'est de moins 28%. Chez les CDI, ça baisse de 4%, alors que les années précédentes, il y avait une forte augmentation du nombre de primo-entrants chez les CDI. En fait, je suis un peu celui qui n'est pas porteur de bonnes nouvelles, mais cet indice-là de la baisse de l'absorption des primo-entrants dans le secteur, c'est un nouvel indice des difficultés du secteur, qui ne peut plus autant absorber les primo-entrants. Et en fait, on a une double difficulté. D'ailleurs, ça a été pointé par l'ORECA tout à l'heure. On a un nombre d'étudiants ou de personnes qui arrivent sur le marché qui augmente et un marché de l'emploi qui ne peut pas tous les absorber. Donc ça pose plusieurs problèmes, des problèmes autour de la formation, même un problème social pour ces jeunes personnes qui arrivent sur le marché. Et ces questions-là sont un indice de la crise de la production de films d'animation. Alors si on rentre dans le détail des métiers qui sont occupés dans le secteur, donc c'est des métiers qu'on a regroupés avec Ségolène, à partir des métiers des conventions collectives. Hein. Et donc, on a fait des regroupements. Donc, le métier le plus important, évidemment, c'est l'animation, qui prend les animateurs, donc, qui occupent 25% de tous les métiers. Mais les métiers, globalement, sont... Enfin, les métiers les plus importants en termes de nombre de personnes qui les occupent sont en baisse. Hein, les trois premiers métiers en termes de volume baissent par rapport à 2022, mais on observe quand même des hausses sur certains métiers, ceux qui sont là affichés, donc le compositing, les VFX, effets visuels et numériques, le storyboard, le volume et les fonctions support. J'allais vous dire que par rapport à ce qui a été dit, enfin ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas étonnant que les métiers d'animation, du layout et de la gestion de production soient en baisse, puisque c'est des métiers qui sont directement liés au projet et qui, avec l'augmentation des projets, étaient en fort volume antérieurement. Toujours sur les métiers, quelques indicateurs complémentaires. Donc les CDU, ce qu'on avait dit tout à l'heure, hein, 83%, qui représentent 80% de la masse des salariés du secteur. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un secteur dans lequel les CDU finalement travaillent beaucoup dans une seule entreprise. Hein. C'est 76% d'entre eux chez un seul employeur, alors que si on regarde la moyenne des intermittents, c'est très élevé. C'est en moyenne, je crois, autour de 13 employeurs par an. Donc ce sont des personnes évidemment, je ne sais pas pourquoi, mais qui sont jeunes, puisqu'elles ont moins de 35 ans pour 62% d'entre elles, et qui se féminisent, mais ça on verra plus tard. Voilà, le nombre de techniciennes, c'est ce qu'on voit sur la pyramide des âges, a été multiplié par 2,5 entre 2014 et 2023. Alors que le nombre de techniciens a été augmenté de 1,4. Ce que je n'ai pas précisé peut-être dans la méthodologie, c'est que les CDDU qu'on regarde ici sont que des techniciens. S'il peut y avoir des artistes qui sont en poste, on ne les a pas pris en compte dans cette étude. Là, on reste sur les tendances des années antérieures. Hein. On est dans un secteur assez jeune. Il y a l'âge moyen des CDI qui est autour de 40 ans. Il a un peu augmenté, mais ce qui est un peu normal. Et plus globalement, il y a 75% des CDDU qui ont moins de 40 ans.
Sur le nombre d'employeurs moyens, juste une précision, puisque 76%, donc c'est un chiffre qui est très stable, hein, sur toute la période observée, puisqu'en moyenne, c'est 1,3 employeurs par an, par personne, et c'est très stable sur toute la période. Voilà. Ensuite, sur les données sur la féminisation. Alors ça, c'est la bonne nouvelle quand même de cette étude, de cette présentation, c'est qu'on est dans une tendance lourde qui se confirme année après année. C'est-à-dire que chaque année, le nombre de femmes dans le secteur et la part des femmes, la représentativité des femmes augmente chaque année. Donc elle augmente globalement, elle augmente chez les primo-entrants, puisque pour la première fois en 2023, on a atteint les 50%. On est dans l'égalité parfaite entre nombre d'hommes et nombre de femmes. Comment ? Parité parfaite. Parité parfaite, égalité parfaite. Voilà. Et on est en constante augmentation. On est passé de 32% à 44% en une dizaine d'années. Un peu moins de 10 ans. Oui, donc ça c'est une tendance. Je sais qu'il y a une table ronde tout à l'heure, un peu sur les ressentis des personnes, de femmes qui allaient vers les métiers techniques, mais c'est vrai que c'est un mouvement ascendant et en fait c'est un peu la bonne nouvelle de la présentation des chiffres. Si je peux la féminisation du secteur. Tu peux me permettre, l'écart entre le pourcentage effectif et le pourcentage masse salariale, lui, il reste constant. L'écart. C'est-à-dire qu'on a 44% d'effectifs et 40% de masse salariale. Alors, je pourrais ajouter quelque chose quand même sur ce sujet, c'est-à-dire que les femmes sont nombreuses chez les primo-entrants, donc elles sont plus jeunes, elles arrivent entre guillemets en masse dans le secteur, donc forcément il y a un décalage sur la masse salariale. Tu as été la voix de Stéphane Le Bars. Exactement. Il faut juste regarder le graphe qui est avant, si tu peux revenir sur la page précédente. C'est la pyramide des la âges. Pyramide des âges. En fait, une grosse partie de la réponse de Patrick, elle est dans la pyramide des âges. C'est-à-dire qu'on a une base qui est complètement écrasée et on voit bien qu'il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes femmes qui sont rentrées dans le secteur qui expliquent cette part prépondérante, en tout cas cette augmentation de la part des femmes dans le secteur année après année. Mais on voit malheureusement, parce que c'est l'état d'histoire de ce secteur, que les hommes étaient beaucoup plus nombreux auparavant et qui ont occupé des fonctions d'encadrement où ils sont aujourd'hui mieux payés. En fait, ce qui serait intéressant, mais aujourd'hui on n'a toujours pas cette granularité, c'est de constater pour des primo-entrants ou pour tel et tel niveau de responsabilité si les salaires sont équivalents. Alors, il y a des effets de masse mathématique qui continuent à jouer pour justifier cet écart. Donc toujours dans cette thématique, au niveau, donc sur les métiers, si on descend au niveau des métiers, donc sur les animateurs, animatrices, donc qui est la plus grosse part des effectifs, on compte. Donc on a augmenté de pratiquement 10 points depuis 2019, ce qui est considérable. On a des métiers donc qui se féminisent de plus en plus, outre l'animation, c'est le rendu d'éclairage, hein, qui ont gagné 10 points aussi, un peu plus de 10 points depuis 2019. Les métiers de la réalisation, on gagne 7 points. Le compositing, où on gagne près de 10 points. Et enfin, le layout, qui gagne 9 points sur la période aussi. Et puis, on a des fonctions qui sont particulièrement féminisées. Je parle des métiers où il y a beaucoup de monde. Hein. Vous verrez dans l'étude, si vous allez voir l'étude, qu'il y a plein d'autres métiers. Mais je parle des plus gros métiers à gros effectifs. Et donc, dans les fonctions très féminisées, on trouve la distribution, la gestion de production, les fonctions support. Assez logiquement, pour la fonction support, c'est ce qu'on retrouve dans tous les secteurs qu'on étudie dans nos chiffres. C'est une tendance je n'ai pas grand-chose à rajouter, c'est une tendance qu'on a toujours pointée quand on a commencé à faire des recherches sur la féminisation du secteur. Et c'est vrai que les fonctions distribution, gestion de production et fonctions support sont très féminines. Mais là, ce qui est un bon point, c'est que les fonctions de métiers traditionnels augmentent. Et la part des femmes dans les métiers traditionnels augmente. Enfin, lié à la production. Et enfin, on a une féminisation des métiers à responsabilité. Donc ça aussi, c'est un point hyper important. C'est-à-dire que chez les cadres, on ne fait qu'augmenter depuis 2004 pratiquement la part des femmes dans ces fonctions-là.
On a gagné 11 points depuis 2004 sur ces fonctions. C'est sur des ETP ici, pardon, je ne l'ai pas précisé. Là, sur ce graphique-là, c'est en équivalent temps plein. Sur les régions, je suis sûr que beaucoup d'entre vous attendent cette partie. Donc les dynamiques régionales, donc on a sur la période... Pardon ? Je regardais le graphique. Ça va. Ça va, tu valides. Allons-y. Donc on a une augmentation de l'activité qui est plus rapide dans les alors je ne sais jamais comment dire les régions par rapport à l'Île-de-France, mais l'Île-de-France c'est une région aussi. Donc dans les autres régions que l'Île-de-France, puisque on a une augmentation de la masse salariale en 10 ans de 220% dans les régions et de 137% en Île-de-France. Il y a quelques régions qui se distinguent, hein, c'est la Nouvelle-Aquitaine qui a la plus grosse projection, qui est la deuxième région, après l'Île-de-France, avec une très forte augmentation sur la période. Voilà, l'Auvergne-Rhône-Alpes et l'Occitanie. Et sur les régions les plus actives, il n'y a que la Nouvelle-Aquitaine qui continue d'augmenter son activité en 2023. Voilà. Et on note effectivement la forte dynamique de la région sud. Donc ici, c'est la Provence, la région PACA, qui depuis 2019 est montée dans le classement. Si vous regardez les couleurs qui s'affichent. C'était la tendance. C'était la tendance. Par rapport aux 2 dernières années, la régionalisation. Mais ça se consolide. Et ça se consolide. Et au niveau des départements, voilà, donc on a toujours la Charente qui est en deuxième position, qui est c'est le deuxième département de France, et il continue d'augmenter, hein, puisque voilà ce que j'ai marqué, hein, sa masse salariale a plus que triplé, elle a pratiquement été multipliée par 4 depuis 2014. Voilà. Et puis c'est encore une fois, c'est le seul département qui a eu une activité qui a continué d'augmenter en 2023 avec la Haute-Garonne, donc Toulouse, qui est un pôle aussi important dans l'animation. C'est bon ? Oui, c'est bon. Alors voilà, les perspectives 2024 qui sont pas réjouissantes, puisque c'est bien plus marqué que pour 2023, il y a une baisse qui est bien plus marquée que 2023. Donc là, 2024, c'est la courbe en bleu, si vous voyez. Donc là, on regarde mois par mois l'évolution des effectifs et de la masse salariale à fin septembre. Et donc à fin septembre, on a 4% de personnes en moins dans le secteur, hein, tout contrat confondu, et 10% de masse salariale en moins sur donc cette année 2024. Donc, voilà. Donc à la fin de l'année, on sera dans des chiffres assez proches de ça. Pour l'année prochaine, voilà. Bon, Philippe a conclu par ce que j'avais dit tout à l'heure, et tu me disais que je spoilais les graphiques. Donc, voilà. Avant d'échanger avec la salle, donc Ségolène, tu vas nous parler d'un autre outil. Juste, je vous affiche la dernière page, parce que si vous voulez voir l'étude complète, donc qui fait, il y a vraiment le détail de tous les indicateurs qui sont présentés ici, plus d'autres. Et ben normalement, avec le QR code, vous devriez y accéder. Et j'imagine que vous nous donnerez votre présentation pour la mettre sur la série, le site d'Eradiraf. Et ensuite, de toute façon, elle est sur notre site. Vous aurez tous les éléments, et merci infiniment de faire ainsi. Je disais donc, Ségolène, et je veux repréciser, oui, si vous pouvez switcher les ordinateurs, si quelqu'un peut venir assister à ça. L'outil dont tu vas nous parler, qui est le fruit d'une collaboration avec Audience, tu vas en dire un mot, j'imagine, ne prend pas les mêmes paramètres que ceux dont on vient de parler, donc il faut le considérer comme un autre point de vue, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais qui a le grand privilège d'être presque en temps réel. Tout à fait. Bonjour à tous, je suis ravie de pouvoir vous présenter
un outil qu'on a appelé Live Emploi. Malheureusement, je ne vais pas être plus optimiste que ce qui a été dit jusqu'à présent. Donc, vous verrez apparaître également un QR code pour que vous puissiez naviguer sur cet outil. Voilà. Donc, Live Emploi, un outil en temps réel pour voir les évolutions des effectifs et de la masse salariale dans l'animation, donc qui est proposé par la CPNEF. Les petits préambules qu'on a déjà évoqués ensemble, on n'est pas sur le même périmètre d'entreprise que ce qui vient d'être présenté par François et Philippe. On est dans Live Emploi, le périmètre, c'est l'ensemble des entreprises et des studios d'animation qui ont choisi à leur création la convention collective de la production de films d'animation. Donc là, on va présenter à peu près 490 entreprises, alors que, souvenez-vous, ce qu'on a appelé les pure players, ça représentait 202 entreprises. Somme toute, on va avoir quand même des tendances qui vont se retrouver. Donc cet outil, vraiment, utilisez-le comme un complément d'information pour traverser les chiffres. Donc les sources de données sont également issues d'audience, c'est la même source. Donc en termes de méthodo, de récupération, de récolte, Philippe en a parlé. Et donc on l'a développé avec l'AFDAS par un studio qui s'appelle We Do Data, studio graphique. À l'origine, cet outil a été commandé, on va dire, par les partenaires sociaux pour pouvoir suivre un peu les évolutions effectives masse salariale pendant la crise sanitaire des 6 secteurs qui composent le périmètre de la CPNEF de l'audiovisuel. Et donc le secteur de la production de films d'animation, avec le petit préambule que je viens de mettre. A été décidé que cet outil devienne pérenne. Et donc depuis 2020, il est disponible sur notre site internet. Vous pouvez aller le consulter. Je vous redis le QR code. Donc l'enjeu de cet outil, j'y viens juste après, ce sera que des photos, donc n'hésitez pas à naviguer. C'est vraiment de montrer les écarts, mois par mois, entre une période donnée et le jour J. C'est sûr qu'on l'a fait pendant la période Covid, on voulait savoir qu'est-ce qui se passait. Donc on comparait avec une année de référence 2019, voilà. Au mois d'avril 2020, qu'est-ce qui s'est passé par rapport au mois d'avril 2019. Donc on a cette entrée-là. On a beaucoup moins évidemment d'indicateurs que dans le rapport, parce qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus récent. Donc on a juste 3 mois de décalage. On peut avoir néanmoins des indicateurs de contrat de travail, de genre, d'âge et de région du studio. Donc j'en arrive à l'outil qui se présente comme ceci. Donc dans le bandeau noir, on peut sélectionner 2 années. Donc on va se dire, on est en 2024, on voudrait comparer par rapport à l'année précédente, 2023. On peut zoomer sur une période. Donc là, j'ai mis la période maximale, janvier à décembre. Et après, vous avez vu l'effet, hein, on a une phrase. Je veux voir l'évolution des effectifs en France dans le film d'animation pour les CDDU. Donc pour tous les genres, pour toutes les tranches d'âge. Et cette phrase, on peut jouer avec. On peut soit voir les effectifs, soit la masse salariale, France ou chacune des régions. Vous pouvez aller voir ce qui se passe dans les autres branches professionnelles, production audiovisuelle, radio, production ciné. Pour les CDI, CDD et par curiosité les pigistes qui sont aussi dans notre champ, genre et les tranches d'âge. Et donc ensuite, vous avez le graphique qui, malheureusement, tous ceux que je vais vous montrer sont en rose, qui symbolisent une baisse. Donc là, comment faut le lire? Il y a eu 4314 salariés en CDDU dans le film d'animation en août 2024, ce qui représente moins 8% par rapport à la même période, août 2023. C'était cet effet d'avoir quelque chose en temps réel et de façon assez précise, mois par mois. Donc là, c'est en effet complémentaire avec les tendances qui ont été démontrées juste auparavant, mais on est plus en proximité parce que là, on a des données qui ont vraiment juste 3 mois. Ça viennent de sécher aussi. J'ai fait l'exercice, juste pour vous montrer, sur cette baisse, est-ce qu'elle est commune aux hommes et aux femmes? Et en termes de baisse, elle est exactement pareille, c'est 15%. Là, j'ai pris comme exemple le mois d'avril 2024, où on avait 2072 femmes embauchées, alors qu'en 2023, il y en avait 2429, ce qui représente une baisse de 15%. Je n'ai pas fait exprès, mais c'est sorti comme ça, et c'est exactement le même pourcentage de baisse pour les hommes, sachant qu'ils sont, on le sait, plus nombreux à être embauchés. Il y a une deuxième vue sur Live Emploi qui fonctionne sur le même système. Ce bandeau noir pour sélectionner les années,
avec le côté la période qu'on veut envisager. Donc là, comme on est à moins 3 mois, on a de janvier à août, on ne peut pas avoir plus récemment. Et donc ensuite, c'est la phrase « Je veux voir la variation des masses salariales en France » ou après l'indicateur qu'on peut choisir par branche professionnelle, par région, par genre, tranche d'âge et contrat de travail. Et donc là, j'ai sorti la Nouvelle-Aquitaine qui présente une masse salariale sur cette période janvier-août qui est en baisse par rapport à janvier-août 2023. Là, j'ai sélectionné Nouvelle-Aquitaine, branche professionnelle et apparaît pour le film d'animation. Ouais, gloops, ça fait moins 22. Donc voilà, vous avez cette deuxième vue qui vous permet aussi de pouvoir se situer aussi par rapport aux branches professionnelles voisines. Et donc pour vous dire, cet outil, il est en accès libre sur notre site. On a souhaité qu'il soit le plus appréhendable possible. Donc voilà, ce côté, on a du rose, on a du bleu, et après d'aller un petit peu plus précisément pour avoir les chiffres. Il est actualisé chaque mois, et à mon sens, il permet quand même de pouvoir, même s'il ne regroupe pas les fameux 202 entreprises, de pouvoir voir les tendances et pour entreprises comme salariés, pouvoir se situer et se dire un jour il va y avoir un petit peu plus de vert, et c'est ce qu'on souhaite. Mais c'est un outil de diagnostic et pas boule de cristal. Je n'ai pas encore cette possibilité. Merci beaucoup, Ségolène. Je sais que Stéphane Lefbars voulait faire une intervention complémentaire. Merci Patrick. Non, je voulais ajouter quelques mots puisque, comme tu le disais, cette présentation, elle était attendue, puisque je pense que dans l'ensemble du tissu aujourd'hui, école, studio, formation et même salariés, il y a le sentiment diffus d'une crise qui est malheureusement bien présente. François l'a dit au départ, il ne faut pas regarder que les 2 premiers chiffres où on dit -1 sur les effectifs et -2 sur la masse salariale en 2023. Je rappelle que c'est une évidence, mais des fois, il faut enfoncer une porte ouverte. Il s'agit de moyenne. Donc, on prend une moyenne sur l'ensemble de l'année 2023. Le retournement du marché, en termes économiques, il date de l'automne 2022. Le premier retournement du marché en termes d'emploi, c'est-à-dire le moment où les courbes ont commencé à se croiser, c'est mai 2023. Donc, ça veut dire que, globalement, on avait encore 5 mois de croissance en 2023 qui sont venus équilibrer la décroissance qui a commencé à partir du mois de juin 2023. Donc, la moyenne de l'année 2023 n'est pas si dramatique, on pourrait dire, quand on regarde simplement les 2 premiers chiffres. Ce qui donne, à mon avis, le meilleur baromètre du secteur, on le sait bien, c'est la situation des intermittents qui sont en CDDU. Puisque tant que les studios ont des projets, elles emploient des CDDU, et quand les projets s'arrêtent, les CDDU partent des entreprises et les permanents y restent. C'est tous les indicateurs qui sont égrenés par François et Philippe sur les intermittents qui, dès l'année 2023, démontrent quand même l'ampleur de la crise à laquelle on est confronté, une baisse des effectifs, une baisse de la masse salariale de 6%, et surtout, d'ores et déjà, une baisse du nombre d'heures travaillées, je crois, qui est de moins 10% en 23 par rapport à 22. Donc c'est vraiment ces indicateurs qui touchent les intermittents qu'il faut regarder pour bien comprendre la situation et la violence de la situation à laquelle on est confronté, qui va vraiment apparaître dans les chiffres en 2024 et très certainement encore plus en 2025. Il faut bien en avoir conscience. Le secteur est marqué par une très forte inertie. Les productions qui étaient dans les studios en 2023 sont en fait les commandes de 20-21 qui ont été fabriquées en 22-23, et le trou d'air économique, Cécile montrera peut-être quelques éléments d'information demain, notamment du côté de la prestation de services, puisque la moitié de la croissance du secteur de ces dernières années, l'essentiel de la croissance du secteur ces dernières années, c'était la prestation de services, qui représentait la moitié de l'activité. Elle est absente aujourd'hui. Donc, ce qui fait que on va avoir un très gros trou d'air à partir de 2024 et encore plus en 2025. Donc, ce qui nous attend n'est pas très gai en matière de chiffres d'emploi. Il faut bien en avoir conscience.
Et on va, à cause de l'inertie du secteur, qui fait que les chiffres 2023 ne sont pas si moches que ça, cette inertie va se retourner un peu contre nous en termes statistiques en 24 et en 25, en attendant l'éventuel redémarrage de l'activité du secteur. En tout état de cause, ces chiffres aussi mettent en avant la question de la difficulté des primo-entrants sur le secteur. C'est des chiffres qui viennent corroborer ce qui a pu se dire ici, des échanges que nous, on peut avoir du côté d'Anime France avec les écoles. Un certain nombre d'entre elles sont venues nous voir ces derniers mois en nous disant on a des difficultés à placer nos étudiants depuis juin 2023, la promotion de 23 et la promotion de 24. Quoi. Et en gros, les chiffres d'audience de Philippe montrent très clairement que, oui, effectivement, il y a des difficultés grandissantes pour les primo-entrants à entrer dans le secteur. On a eu une énorme croissance ces dernières années. On a, grosso modo, créé à peu près 3 ou 4 000 emplois. Il y a franchement maintenant la nécessité de se poser sur les évolutions du secteur en termes de capacité de création d'emplois. Il y avait certains, à un moment donné, des chiffres qui circulaient comme quoi on allait doubler le nombre d'emplois dans le secteur. Est-ce que c'est vraiment réaliste? Quand bien même on aurait une reprise du marché du travail, et combien on doit former en face, jusqu'où on doit aller en termes de formation. Est-ce qu'aujourd'hui, le bassin d'écoles qu'on a, qui est déjà très important, n'est-il pas suffisant? Moi, je suis contacté, je dirais, même encore maintenant, quasiment tous les mois par différentes structures, différentes collectivités qui envisagent de créer de nouvelles écoles d'animation. Je pense qu'il faut vraiment envoyer un message au jour d'aujourd'hui que, compte tenu de la structure des écoles déjà existantes, je pense qu'il faut arrêter la création d'écoles dans tous les coins de France pour former des jeunes dont on va avoir, on le voit bien, des difficultés structurelles à les intégrer, et pas simplement, je dirais, conjoncturelles. Donc là, je pense qu'il y a un vrai travail de réflexion collective qui doit, une vraie discussion qui doit avoir lieu entre les écoles et le milieu professionnel. Je dirais que tant qu'on était sur des courbes qui étaient en croissance exponentielle, globalement, personne ne se posait trop de questions. Maintenant qu'on voit que les courbes se croisent et qu'on aura certainement du mal à retrouver des niveaux de croissance aussi importants dans les années qui viennent, et on espère bien quand même que tout ça va redémarrer, bien évidemment, mais voilà, il faut vraiment se poser ces questions de l'adéquation entre la capacité du marché du travail à absorber et l'offre d'étudiants qui est proposée en face, sachant qu'on n'a pas les mêmes cycles et on n'a pas la même rapidité, bien évidemment. Les écoles sont des cycles longs, on le sait bien, la formation, un étudiant, quand il commence, il est 3, 4, 5 ans après sur le marché du travail, et nous, on est, du côté des entreprises, en réaction permanente à un marché économique qui n'arrête pas de bouger, et dont on maîtrise malheureusement pas tous les paramètres. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment avoir cette réflexion collective, et je ne spoilerai pas plus demain que l'intervention de demain de Cécile et de moi-même. Merci. Il nous reste du temps pour des questions, des remarques. Alors, Céline Durieux de chez Faust. Ces dernières années, on parle quand même beaucoup de l'insertion des juniors, parce que c'est effectivement un vrai gros sujet. Je ne reviendrai pas trop là-dessus, mais aux Assises des stages l'année dernière, Lucille avait quand même aussi fait un peu ouvrir les yeux sur cette histoire de maintien de l'emploi dans le temps. Et le problème, c'est qu'en fait, on ne peut pas résoudre vraiment l'un sans empirer l'autre, j'ai le sentiment. Et pour moi, c'est aussi très corrélé avec ce qu'on disait tout à l'heure sur l'emploi RQTH, parce que RQTH, on a peut-être aussi un peu la stigmatisation de personnes avec des lourds handicaps, etc. Mais le RQTH, c'est aussi une question de... Pardon, RQTH, c'est l'insertion des travailleurs en situation de handicap. C'est aussi une question de maintien de l'emploi dans le temps aussi. Il y a Thalys Santé qui essaye de justement beaucoup travailler à ça. Et voilà, je voulais juste, en fait, il n'y a pas vraiment une question, je suis désolée, c'était vraiment juste de rappeler aussi ça, que l'insertion des juniors, c'est un sujet plus profond que juste se dire combien de juniors on arrive à rentrer dans le secteur, parce qu'une fois qu'ils sont rentrés, encore faut-il qu'ils puissent aller jusqu'à la retraite. Alors, Christophe, et après il y a une main qui se lève au milieu, s'il te plaît.
Moi, c'est juste... Oui, bonjour, Christophe Poli. C'est juste une question à Stéphane pour Anime France. C'était pour savoir si ils avaient des données ou une idée de ce que représentait la micro-entreprise ou l'auto-entrepreneuriat dans le secteur. Puisque là, c'est complètement invisible par définition. Tu as totalement raison, c'est complètement invisible. Et en plus, les chiffres d'audience ne les prennent pas en compte. On en avait déjà parlé parce qu'on prend en compte les salariés. Il y a un travail qui est fait actuellement au ministère de la Culture dans le cadre de la commission emploi, la sous-commission emploi, où on essaye de voir secteur par secteur la part des auto-entrepreneurs dans l'activité, en croisant avec des chiffres de l'URSSAF. Mais on n'arrive pas à une granularité très fine. Pour le moment, c'est-à-dire que c'est réglé, on a des parts en audiovisuel en général, production cinématographique, on n'a pas été aussi profondément que dans la production de films d'animation. Je crois que c'est assez compliqué pour eux, au niveau de leur classification à l'URSSAF, d'aller plus loin que ça, et c'est encore pas tellement satisfaisant parce qu'on n'arrive pas, normalement ils vont devoir sonder de manière un peu plus précise les parts justement d'auto-entrepreneurs par secteur. Souvent, en fait, c'est des personnes qui sont salariées et qui ont le statut à côté, donc ils arrivent à faire des croisements sur les populations en prenant un individu X qui déclare 2 types de revenus. Mais pour le moment, on n'a pas de chiffres précis sur l'auto-entrepreneuriat dans la production de films d'animation. Mais peut-être que ça viendra après les travaux de... Parce que le sujet, c'est un volume de travail qu'on ne voit pas, en fait, là aussi. Oui. C'est pour ça, c'est quand même assez intéressant de le voir. Je ne vais pas en contradiction avec le fait que le secteur est dans une mauvaise posture en ce moment, mais malgré tout, ce serait intéressant de savoir. Merci Christophe. C'est vrai qu'on ne peut vraiment pas le flécher. Par exemple, sur la production audiovisuelle, on s'aperçoit que, enfin, en audiovisuel, parce qu'ils prennent la famille globale, qu'il y a un fort nombre d'auto-entrepreneurs, enfin, qui m'a moi-même étonné, mais on ne sait même pas dans quel secteur ils travaillent exactement. Tu vois, s'ils travaillent... Moi, je pense que, par exemple, il y en a qui travaillent uniquement pour le web, mais on n'arrive pas à aller... Normalement, ils doivent essayer d'aller plus finement dans ces chiffres. Merci François. La question au centre. Garance Thévenot, chargée de production, première assistante Réa. Est-ce que vos données sont en capacité d'indiquer une forme de numerus clausus ou un plafond comme indication pour les écoles afin de réduire justement cette crise de primo-entrants et favoriser une meilleure absorption dans les entreprises? Juste les chiffres, c'est une indication pour que collectivement on s'en empare. Ça ne va pas être audience qui récolte et qui met en forme les chiffres qui va déterminer un nombre d'emplois. Et c'est vrai que ça revient à poser la question de comment faire pour accueillir toutes les personnes, tous les étudiants qui sortent d'école, alors que le secteur actuellement ne peut pas. Est-ce que demain, ça sera possible? Je ne sais pas, ça c'est ouvrir une autre table ronde. C'est un peu la question qu'on pose régulièrement au RAF. Oui, mais j'ai compris tout à l'heure que Stéphane ouvre la porte à une discussion à ce stade avec les établissements d'enseignement sur cette, étant donné la gravité de la situation. Sous quelle forme ça reste? Non, mais c'est vrai, je rebondissais aussi, c'est ce que Stéphane a dit. Normalement, ça, c'est des débats qu'on doit avoir avec les écoles et toute la profession, parce qu'on ne peut pas fixer un numerus clausus en regardant les chiffres qu'on a là. Parce que d'abord, on n'est pas décideur. Totalement. Y a-t-il une question ici? Oui, Cédric de la CNT. J'aurais 2 petits points un peu très différents. Le premier, c'est savoir si sur les chiffres qui sont, enfin la base de données qui est d'audience, savoir si si elle est publique déjà, open source, publique, tout ça. La base de données d'audience, est-ce qu'on peut la récupérer de manière publique pour l'analyser? Alors oui, on a un outil comme Ségolène en fait qui a cet outil. Nous on a un outil qui est un peu sur le même principe de donner des visualisations. Et donc si vous tapez sur Google Data Lab Audience, vous aurez accès à cet outil qui vous permet de voir mois par mois l'évolution de l'emploi avec des filtres comme ce que vous a montré Ségolène, donc qui vous permet d'avoir une idée
de l'évolution en presque temps réel de l'emploi en regardant par région, par genre, par type de contrat, par âge, par... Ouais. Et est-ce qu'on a les employeurs ou c'est vraiment des remontées qui sont... Non, il n'y a pas de données, comment dire, au niveau le plus fin, il n'y a pas de données brutes. Hein. Ce sont que des indicateurs. Ok, parce que ce qui m'intéressait, moi, c'était de savoir le pourcentage d'hommes-femmes dans les entreprises et de cibler les entreprises qui étaient... Alors, vous aurez le pourcentage sur le global. Voilà, ok. Voilà. Donc, c'est pas spécialement plus intéressant ce que vous avez montré. Par entreprise, non. On dénonce personne. Ouais, dommage. Sinon, c'était plus une remarque, question. C'était par rapport à justement la crise qui traverse le cinéma d'animation en France et de savoir s'il y avait un regard un peu objectif côté employeur sur les orientations stratégiques des entreprises, du pourquoi en fait on arrive à cette situation où on se retrouve à ne plus avoir de travail côté salarié. J'ai beaucoup de collègues, amis qui travaillent plus depuis 1 an et demi, effectivement. Parfois des seniors, et ça rejoint la remarque qu'avait fait Sophie Vaillant hier en disant qu'est-ce que deviennent nos seniors. Nos seniors, en fait, ils sont au chômage et ils n'arrivent pas à la retraite. Donc ils se reconvertissent dans d'autres secteurs, voire ils meurent, comme disait Sophie hier. Mais je voudrais savoir s'il y avait vraiment un travail de fait côté employeur sur objectivement quelles étaient les orientations stratégiques et qu'est-ce qui a merdé dans les choix d'orientation stratégique pour se retrouver dans cette situation. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui était faisable ou pas, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est faisable aujourd'hui? Comme je suis un commercial de base, je te dirais demain matin, à la première heure, les chiffres de l'animation feront l'objet d'un commentaire par Stéphane et d'un dialogue avec vous. Et je pense que c'est dans ce cadre-là qu'on pourra aborder, non pas entreprise par entreprise, mais peut-être sur une vue un peu générale, les questions de stratégie qui ont, pour une part, peut-être mené à cette situation, sachant qu'il y a bien d'autres paramètres, à mon sens. On va devoir mettre fin à cet échange. J'espère qu'il ne va pas trop vous plomber la soirée. Je vais demander à Véronique... Juste une petite dernière, pardon. Ah, pardon, je n'avais pas vu, excuse-moi, Sophie. En fait, sur les chiffres, toujours passionnant, ça fait des années que je ne vous avais pas entendu, ça me manquait. Et j'ai toujours la même question. Donc, je voulais savoir si on avait avancé là-dessus, si on pouvait détacher dans les chiffres les gens qui dépendent en gros de la convention collective de l'animation et ceux qui sont en VFX, qui ne dépendent pas de la convention collective de l'animation, mais de la prestation technique. Donc, savoir le pourcentage entre les deux, je sais que c'est compliqué, mais moi, c'est des chiffres qui m'intéressent. Et puis, ça renvoie au fait qu'on n'a toujours pas d'accord en VFX, la filière n'a toujours pas été créée où que ce soit, sauf dans le cinéma d'animation, mais comme on n'est pas sur les mêmes économies, le cinéma d'animation n'est pas la prestation technique. Donc, est-ce qu'on avance là-dessus, entre la FICAM et Anime France, par exemple? Juste un point. On présente une étude sur les VFX en décembre à Anguin, au PIDS. Janvier. Au PIDS. Qui c'est qui peut dire ce que c'est que le PIDS? Voilà. Stéphane. Non mais justement, je vais te répondre, Sophie. Je vais te répondre. Et la réponse, elle est dans l'étude sur le périmètre de ce que présentent François et Philippe. Le travail qu'on fait à travers la définition du secteur, c'est qu'on va chercher les pure players de l'animation. Donc on évite dans la définition de ce périmètre d'aller chercher des sociétés qui sont des sociétés de VFX qui seront dans l'étude dont parle Philippe. Donc nous, on a vraiment été chercher des boîtes dont l'activité principale est quasi essentielle et la production de films d'animation. Donc c'est pour ça qu'on tombe notamment entre le baromètre de Ségolène qui comprend 400 et quelques sociétés et le périmètre qu'on étudie dans cette étude où on tombe à 200 sociétés. Ça veut bien dire donc dans tous les gens qui se déclarent aujourd'hui relevant de la production de films d'animation, il y a 200 pure players
et dans les 200 autres ou 200, 300 autres sociétés, il peut y avoir des sociétés de VFX qui sont venues cocher au moment de leur déclaration qu'ils étaient dans le secteur de la production de films d'animation parce qu'ils se sont dit VFX, anime, c'est un peu la même chose, donc on se met là dans cette catégorie-là. Ils peuvent être aussi dans une autre convention collective qui est celle des prestataires techniques. Et puis dans le champ, faut bien le dire quand même, dans le champ des gens qui viennent cocher production de films d'animation, on a aussi des boîtes de jeux vidéo qui atterrissent là parce qu'elles ne savent pas trop où aller. On a des agences de pub qui font de l'anime, qui viennent se mettre dans cette catégorie-là. Donc c'est pour ça qu'on a fait tout ce travail d'affinage de notre champ et qu'on passe de 400 et quelques à 200. C'est pour avoir la photographie la plus précise des gens qui travaillent dans l'animation, indépendamment des VFX, des jeux vidéo, etc. etc. Merci.